Un condensateur, ça peut être une bobine. Une bobine, ça peut être un condensateur. Une résistance, ça peut être une bobine. Oui, oui. Bidouilleur, salut, on me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels, sentez-moi ça. Bidouilleuse, bidouilleur, salut. On considère habituellement tous les composants, résistance, condensateur, bobine, self, transistor même, comme des composants se comportant tels que décrits. On les met dans notre circuit et ils fonctionnent. Ça, c'est surtout vrai en courant continu ou en basse fréquence, comme genre dans l'audio, mais pas nécessairement en radiofréquence. Un bidouilleur, UC Diode 86, m'a fait la suggestion d'une vidéo qui montrerait le comportement changeant des composants en fonction de la fréquence. Il y a quelques façons qui pourraient être utilisées pour montrer ce phénomène, mais j'ai justement l'appareil idéal pour mettre en lumière les phénomènes d'inductance et de capacité parasite, l'analyseur de réseau vectoriel, ou communément appelé le VNA. Je vais donc vous montrer le comportement en fonction de la fréquence de résistance, bobine, condensateur et bout de fil pour faire des courts-circuits lorsque monté au bout d'une ligne de transmission de 50 ohms. Attendez-vous à voir toutes sortes de phénomènes non désirés, mais surtout la capacité et l'inductance parasites. Cette vidéo ne constitue pas réellement une introduction sur l'analyseur de réseau vectoriel, mais je vais quand même l'utiliser et vous décrire ce que l'on voit à l'écran. Et donc, vous allez quand même pouvoir voir l'utilité d'un analyseur de réseau vectoriel. Allons sans plus tarder au tableau blanc pour vous expliquer le phénomène des réactances parasites et regarder le montage d'aujourd'hui. Donc, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que les composants qu'on connaît, condensateur, résistance, bobine, self, ne sont pas des composants parfaits. Okay? J'ai illustré ici ce qu'on s'attend de voir lorsqu'on augmente la fréquence suffisamment sur les composants courants. Par exemple, une bobine, okay? Cette bobine-là, elle a des spires et les spires adjacents vont faire un effet de condensateur. Il va donc y avoir une capacité entre les spires. Et on peut résumer, ou si vous voulez modéliser cette capacité-là en ajoutant un condensateur en parallèle avec la bobine, tout simplement. Au niveau du condensateur, bien, c'est un peu l'inverse. Ce sont les broches du condensateur qui, elles, vont devenir inductives. Donc, on aura l'équivalent d'une mini-bobine en série avec notre condensateur. Du côté de la résistance, bien, vous vous attendez à la même chose. Si c'est une résistance traversant avec des broches, bien, il y aura une inductance parasite en série avec la résistance. Et finalement, si on fait un court-circuit, bien, le court-circuit avec un bout de fil, on peut s'attendre à avoir une inductance. Donc, avoir l'équivalent d'une bobine à un seul tour, ou en tout cas même un demi-tour, si on peut dire. Alors, ça, ce qu'on voit là, évidemment, c'est simplifié. Je n'ai pas mis la résistance, série équivalente. Je ne me suis concentré que sur la réactance qui sera parasite, donc inductance et capacité parasite. Okay? Alors, ce sont ces pièces-là qu'on va évaluer. Okay? On va lui soumettre un signal alternatif et dont la fréquence va être variable. À quoi s'attendons-nous d'avoir si on avait une configuration comme celle-ci? Un composant à la fois, bien sûr, je les ai tous mis en même temps, là, sur la même ligne, mais en réalité, on les regarde un à la fois. Qu'est-ce qu'on s'entend avoir en fonction de la fréquence? Un court-circuit parfait, à basse fréquence, oui, mais sûrement pas à haute fréquence. Un condensateur parfait, à haute fréquence, oui, jusqu'à un certain point. À basse fréquence aussi, un circuit ouvert, bien sûr, à basse fréquence, puisque l'impédance du condensateur diminue au fur et à mesure qu'on augmente la fréquence. C'est normal, en courant continu, c'est deux plaques qui ne se touchent pas, donc il n'y a pas de courant qui circule. Okay? Alors, est-ce qu'on va avoir un condensateur parfait? Bien sûr que non. On va commencer à avoir un effet inductif.
Résistance, on aimerait bien avoir une résistance de 50 ohms, quelque chose de résistif constant en fonction de la fréquence, mais non, on n'aura pas cela. Et finalement, la bobine, bien sûr, on aura un effet capacitif au fur et à mesure qu'on augmente la fréquence. Maintenant, comment allons-nous faire pour mesurer ces effets-là? On va utiliser l'analyseur de réseau vectoriel. Je vous montre le montage tout de suite. Alors, notre montage va être comme ceci. On aura notre VNA. Alors, l'analyseur vectoriel, c'est une boîte, un instrument de mesure qui permet de mesurer l'amplitude et la phase du signal venant d'un réseau. Donc, ça peut être n'importe quel composant. Dans ce cas-ci, ça va être les composants qu'on va essayer. Avec les mesures d'amplitude et de phase, il est possible de mesurer la résistance et la réactance, qu'elle soit inductive ou capacitive. On est capable d'en faire la différence avec cet appareil. C'est pour ça qu'on dit que c'est vectoriel. Alors, on va mesurer aujourd'hui en mode réflexion. L'analyseur vectoriel envoie un signal et mesure la réflexion au niveau de la phase, okay? Et de l'amplitude, donc, pour déterminer l'impédance complexe, donc partie résistive, partie réactive. D'accord? Et on va connecter à la fin d'un bout de câble coaxial nos composants à essayer et on pourra caractériser sur notre analyseur vectoriel sur l'écran. On pourra faire des mesures d'impédance. Alors, la procédure est en deux temps. La première, je vous épargne ce trouble, c'est de faire l'étalonnage de notre montage, c'est-à-dire mettre un court-circuit, mesurer cela, mettre un circuit ouvert, mesurer cela, et mettre une terminaison de 50 ohms, puisque c'est un système à 50 ohms, et mesurer cela. Et l'appareil brasse tous ces chiffres-là et maintenant est capable de mesurer n'importe quelle impédance placée à ce point-ci. Ça, c'est notre deuxième étape. On va faire les mesures en fonction de la fréquence. D'accord? Alors, allons voir ça tout de suite avec l'ABAC de Smith. Avant de regarder les résultats de nos composants, j'aimerais quand même juste faire une petite distinction entre le mot impédance et résistance, parce que ce n'est pas la même chose. L'impédance, qu'on exprime par Z, la lettre Z, n'est pas la résistance qu'on exprime normalement par la lettre R. En fait, l'impédance, c'est une combinaison de la résistance ohmique, R, et de la réactance, X, okay, qui est la lettre qu'on utilise. Alors, comme la résistance est un nombre réel, qu'on connaît très bien, et par contre que la réactance est un nombre imaginaire, bien, l'impédance, c'est ce qu'on appelle un nombre complexe, donc au niveau mathématique. On ne fait pas l'addition. Je n'ai pas mis un plus ici, j'ai bien mis un « et », okay, pour faire cette petite distinction-là. Donc, mathématiquement, on ne les additionne pas. Mais par contre, il faut comprendre tout de même que l'impédance, c'est une forme de résistance là, ou de contrainte au passage du courant alternatif. Okay? Donc, il y a la partie résistance et la partie réactance dans l'impédance. Alors, sachant que c'est une forme de résistance, je mets ça entre guillemets, là, j'aurais dû, bien, évidemment, une impédance qui est nulle, égale 0, ben, on aura un court-circuit. Puis une impédance qui est infinie, très grande, on aura un circuit ouvert. Okay? Donc, on peut quand même, de façon générale, discuter de l'impédance similairement à la résistance. Mais il faut faire attention un petit peu, et on va voir dans les prochaines photos que je vous montre, on va la faire la distinction. D'accord? Alors, regardons maintenant l'ABAC de Smith, qui est un dessin nous permettant d'exprimer l'impédance. Okay? La partie résistive de l'impédance se trouvera ici sur la ligne centrale horizontale. Okay? On dit c'est la résistance. D'accord? Ensuite, la partie au-dessus de cette ligne résistive, on dira que c'est la réactance inductive. Donc, c'est la partie inductive de notre impédance. Et la partie du dessous, ici, ben, on dira que c'est la partie capacitive de notre impédance. D'accord? Alors, si on se trouve au-dessus, on est inductif. Si on se trouve en dessous, on est capacitif. Et si on se trouve au centre, bien, on est résistif. Bon. Aussi, l'autre chose à se rappeler, c'est qu'à gauche, ici, tout à fait ici, on a un court-circuit. Donc, c'est le 0 ohm d'impédance. Et
À l'opposé, à droite, on a ici le circuit ouvert, donc l'impédance infinie, ou disons en termes pratiques, l'impédance est très élevée. Et entre les deux, ben, ça diminue tout simplement l'impédance. Le plan d'impédance diminue. Au centre, on a une impédance de 50 ohms, ici. D'accord? Ça, c'est 50 ohms. Alors, on va voir dans les acétates suivantes. Maintenant, ces mots-là, je vais les laisser toujours à l'écran pour vous rappeler de ce qu'il en est de Labatt et de Smith. Alors, je vous montre à quoi ressemble le bout de mon câble coaxial où je vais insérer les composants. Bien, à gauche vient le signal du VNA, donc de l'analyseur de réseau vectoriel. Et au bout du câble coaxial, j'ai mis simplement un petit arrangement que j'ai construit, un support où je vais insérer le composant, les deux broches du composant au milieu. Et à droite, j'ai mis un court-circuit. Donc, c'est au bout, pratiquement au bout, si on peut dire, d'une ligne de transmission qui est court-circuitée. Donc, on aura vraiment l'effet court-circuit ou circuit ouvert. C'est ce qu'on recherche en mettant en série notre composant au bout de la ligne de transmission, court-circuité vers la masse. D'accord? Alors, maintenant, regardons un condensateur de 100 nanofarad sur lesquels j'ai laissé des broches longues et que j'insère dans ma petite fixture, mon petit montage. Qu'est-ce qu'on obtient sur l'analyseur vectoriel? Eh bien, on a ici une ligne qui contourne ici sur l'extrémité, sur le cercle extérieur, le cercle unitaire de Labatt de Smith. On a le dessin en fonction de la fréquence. Le point numéro 1 ici, le triangle 1, si on va ici, le 1 que je vous mets, eh bien on a, comme je vous avais mentionné, on a des milliohms ici, 21 milliohms au niveau résistif, et on a 374 milliohms au niveau réactif. Donc c'est clair qu'on a un court-circuit à 4 MHz. On s'entendrait à cela, puisqu'on a un condensateur qui, en courant continu, c'est un circuit ouvert, mais on a une valeur quand même assez élevée dans le monde radiofréquence, 100 nanofarad. Donc, on obtient rapidement un court-circuit. Donc, notre condensateur conduit pleinement, si vous voulez, vers la masse, vers le court-circuit, tel que notre montage a été créé. Et si on regarde, il suit le contour ici, ce qui veut dire que la résistance de 0 ohm est constante et elle reste à 0 ohm. On est sur un cercle de résistance constante. Et la réactance, elle est, vous vous rappelez sûrement, elle est inductive en haut ici. Donc, on a une inductance plutôt qu'un condensateur à partir de 4 MHz. Sous le 4 MHz, c'est ici que ça se passe, du côté capacitif. Mais à partir de 4 MHz, les longues broches commencent à faire leur effet et on a, en fait, 30 nanohenries de réactance. Donc, c'est comme si on avait, au-dessus de 4 MHz, une bobine de 30 nanohenries. Et au niveau du point numéro 2, à 100 MHz, ben, c'est ce qu'on obtient. Puis même au point numéro 3, si vous regardez, on est toujours avec des milliohms de résistance, mais une réactance quand même assez élevée ici, de 104 ohms. Donc, on a une inductance. J'ai bien dit que c'est un condensateur, mais il agit comme inductance au-dessus de 4 MHz. Bon, 30 nanohenries dans les fréquences, radiofréquences assez basses, ce n'est pas très élevé. Donc, on aura quand même un court-circuit. On verra un court-circuit, mais c'est un court-circuit qui sera légèrement inductif et non pas capacitif. D'accord? Maintenant, si je coupe ces broches, je rapetisse le condensateur, les broches, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient comme courbe? Bien, on a encore une courbe qui suit le contour. Je n'ai pas déplacé les 3 marqueurs, ils sont aux mêmes fréquences, mais regardez comment on est resté près du zéro, près du court-circuit, avec très peu d'inductance, ici à 3 nanohenries d'inductance, ici à 140 MHz, et ça reste à peu près constant, ce 3 nanohenries, parce que ça suit le contour du cercle. Donc, on a encore une légère inductance, donc ce n'est pas un condensateur qui agit pleinement en condensateur. Il y a un effet inductif à cause des broches, mais les broches sont beaucoup plus courtes et donc
on reste beaucoup plus près du 0 ohm ici. Donc, dans la partie de gauche, si vous voulez, de l'impédance. Donc, on aura un meilleur effet de filtrage, si vous voulez, vers la masse avec ce condensateur-là. D'accord? Alors, les broches, grosse différence. Maintenant, prenons un condensateur d'une valeur plus faible. On avait 100 nanos, prenons 1 nano, 1000 picofarads. Alors, c'est un condensateur avec lequel on peut s'attendre que ça va prendre plus de temps avant d'obtenir un court-circuit à la masse, tout simplement parce que la capacité est plus faible. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. On a la courbe qui suit essentiellement, disons pas tout à fait, mais quand même très près, qui suit notre contour de résistance constante de 0, d'accord? Mais qui prend beaucoup plus de temps pour développer la réactance inductive. Donc, on est capacitif jusqu'à quoi? 2. 2, c'est 88 MHz, ici le marqueur numéro 2. Jusqu'à 88 MHz, on verra un effet capacitif, d'accord? Constant avec ce condensateur. Mais à partir de 88 MHz, on aura un léger effet inductif. Donc, on passe du côté supérieur, ici, de la courbe, d'accord? Donc, on se trouve à obtenir une inductance, si vous voulez. Donc, un condensateur qui nous offre un court-circuit, mais qui est de façon excédentaire, inductif plutôt que capacitif. Encore une fois, on aura une inductance très faible, je vous l'accorde, quand même, mais quand même pas nulle. D'accord? Alors, il faut noter, c'est meilleur comme comportement que le condensateur de 100 nanofarads, mais ce n'est pas parfait. À 800 MHz, on a 1 ohm de résistance, mais on a 25 ohms de réactance. D'accord? Donc, on n'a plus cette réactance, si vous voulez, nulle. Donc, qu'on aurait d'un condensateur parfait, on aurait un beau court-circuit parfait, peu importe la fréquence, ce qui n'est pas le cas. Les broches ont leur effet, qu'on le veuille ou pas, et on se trouve à avoir un léger excédent inductif de cette pièce. D'accord? Donc, ce n'est pas un condensateur parfait. Mon modèle d'un condensateur avec une bobine en série, s'applique ici, au-dessus de 88 MHz. Regardons maintenant, si je remplace notre condensateur, je le mets plutôt une bobine. On a, avec cette bobine de 160 microhenry, à partir de 500 kHz, n'oubliez pas, c'est là que je commence, on a déjà un effet de circuit ouvert. Donc, la bobine fait déjà l'effet d'une bobine d'arrêt, si vous voulez. Donc, on est du côté du circuit ouvert, alors que, bien sûr, à très basse fréquence, on aurait eu un court-circuit, mais tout de suite, ça s'est transféré ici, d'accord? Mais on est inductif jusqu'au marqueur 2 que j'ai placé ici. 2, c'est 20 MHz. Donc, on est légèrement inductif jusqu'à 20 MHz. Mais par contre, à partir de 20 MHz, on passe d'un côté excédentaire capacitif sous la courbe résistive. Pourquoi? Les spires développent, entre chaque tour, un effet capacitif, donc un effet condensateur. Et cet effet-là prend le dessus sur l'effet inductif de la bobine. Donc, on se trouve à partir de 20 MHz à avoir un condensateur, léger condensateur, si vous voulez, qui n'est pas très élevé, mais quand même, il est là. Et il fait que le circuit ouvert commence à se détériorer. On se redirige tranquillement vers la gauche au fur et à mesure que la fréquence augmente. D'accord? Alors ça, c'est une bobine qui est quand même assez élevée du point de vue radiofréquence, qui est assez élevée en fréquence. Maintenant, si on diminue ça de 160 microhenry à quelque chose de beaucoup plus faible, de l'ordre de 1000 fois moins, donc 500 fois moins, disons, à 620 nanohenry, donc c'est moins que 1 microhenry, bien là, on voit vraiment en fonction de la fréquence qu'on part avec un court-circuit ici à gauche, et c'est attendu puisque une bobine, c'est avant tout un fil, donc un court-circuit en basse fréquence. On suit le contour de résistance constante. Bien sûr, le fil ne change pas de caractéristiques, donc la résistance ohmique ne bouge pas, mais la réactance, elle, augmente jusqu'à ce qu'on obtienne un circuit ouvert. Et ce circuit ouvert-là est à 3, donc à 375 MHz. Donc, on a ici un comportement beaucoup plus
idéal, si vous me permettez l'expression, d'une bobine. Mais passé ce 375 MHz, on passe du côté capacitif quand même. Donc la capacité entre les spires fait son effet et à partir de 375 MHz, bien, on n'a plus vraiment une bobine pure, si vous voulez. On passe du côté capacitif. C'est comme si on avait un petit condensateur. D'accord? Alors voilà, là on a vraiment vu les améliorations de comportement. Alors maintenant, regardons plutôt l'effet qu'a un bout de fil que je qualifierais de court-circuit. Court-circuit, bien sûr, en courant continu. Cette longue boucle, ce long fil, eh bien, on le voit bien sûr au-dessus de la courbe assez rapidement. C'est donc inductif. On s'attendrait, bien sûr. C'est une bobine à 0 tour, ou en tout cas, disons un demi-tour, si on peut dire. Alors, c'est effectivement un effet inductif et on suit le contour de la résistance, pratiquement 0, bien sûr. Ce fil est très court, donc sa résistance ohmique est très faible. Mais on a un comportement inductif. Et pour vous donner une petite idée, le point numéro 2 ici, bien, il est à 88 MHz. Donc, on a un court-circuit en courant continu, mais très rapidement, on développe une inductance, une réactance inductive, et on s'éloigne énormément, évidemment, du court-circuit. Donc, il ne faut pas considérer des bouts de fil comme un court-circuit parfait. Loin de là, surtout lorsqu'on monte en fréquence. Maintenant, si on rapetisse ce bout de fil, et on le fait beaucoup plus serré, donc je l'ai fait à peu près le plus court que je pouvais entre mes deux contacts, eh bien, on a, encore une fois, une inductance qui se développe de l'ordre quand même pas très élevé, 3,8 nanohenry. Et bien sûr, je n'ai pas bougé les curseurs. Alors regardez, tantôt, on allait parcourir jusqu'ici. Et là, maintenant, on se tient beaucoup plus du côté gauche, donc beaucoup plus près d'un court-circuit, même malgré la variation de la fréquence. Donc, vous voyez ici l'intérêt de garder le court-circuit le plus court possible, donc le fil le plus court possible, pour garantir un meilleur court-circuit en fonction de la fréquence. Ceci dit, n'oubliez pas que les pistes sur une plaquette de circuit imprimé constituent un fil, un enroulement, donc une rallonge de l'inductance, de la bobine. Donc, assurez-vous de considérer toujours les pistes aussi comme le plus court possible, parce qu'elles entrent dans la considération, dans tous les cas. D'accord? Maintenant, on va terminer avec une résistance de 50 ohms. Pourquoi pas? On a ici, on veut faire une belle terminaison de 50 ohms sur une ligne de transmission. D'accord? Alors, le point 50 ohms résistif, il est ici au milieu. Parfait. Donc, à basse fréquence, on a effectivement une résistance de 50 ohms. Mais par contre, lorsqu'on monte en fréquence assez rapidement, on s'aperçoit que ça devient inductif. Pourquoi ça devient inductif? Parce que les broches sont longues. On se tient sur la courbe ici, pointillée, de résistance constante à 50 ohms, mais on développe une réactance inductive assez rapidement. Regardez le 1 ici à 30 MHz, on est déjà plus ici, on est déjà plus sur la courbe résistive. Et au point 2, à 300 MHz, on est très loin, on a toujours notre résistive ici à 49,7, donc 50 ohms, mais on a 55 ohms de réactance inductive. Donc on s'éloigne complètement d'une performance, d'une terminaison de qualité. D'accord? Et si on pousse plus loin, bien, au point 3, à 800 MHz, on a 175 ohms inductifs. Donc on est très loin d'une bonne performance. Mais ça, c'est une résistance de 50 ohms à broche, donc traversant sur une plaquette. Et j'ai gardé les fils, évidemment, volontairement un peu plus longs. Qu'est-ce qui arrive si je remplace cette résistance par une résistance en montage surface, donc CMS, une résistance de 50 ohms? Bien, évidemment, on a ici ce petit bout de ligne qui correspond à ce qu'on avait précédemment jusqu'à 800 MHz, qui allait jusqu'ici. Bien maintenant, on se tient ici tout près du 50 ohms avec un peu d'effet inductif jusqu'à 800 MHz, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant.
Donc, bien meilleure performance de terminaison résistive avec une résistance en montage en surface. Et ce qui n'est pas surprenant, il n'y a pas de longue broche. D'accord? C'est un boîtier beaucoup plus petit. Bien voilà. J'espère que vous avez bien compris de vous méfier des composants. Plus vous montez en fréquence et plus vous devrez vous en méfier. Bien sûr, les composants de montage en surface, les CMS, là, sont mieux construits pour les hautes fréquences de par leur grosseur, plus petite, et par l'absence des broches. Mais ils ne sont pas parfaits pour autant. Si j'avais poussé plus haut en fréquence nos mesures aujourd'hui, on aurait pu faire le même exercice avec les composants CMS. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le savoir par un pouce vers le haut. Sinon, merci de votre support et de votre assiduité et je vous dis à la prochaine.